Je suis ravi d'accepter ce défi et de continuer mon engagement pour la défense des personnes les plus vulnérables. Fin de citation. Ce sont là les mots du nouveau président de l'Organisation internationale du travail, le Togolais Gilbert Fossou-Hongbo, sur son compte Twitter. Il n'y a pas de dignité sans liberté. 25 mars 2022, une date historique pour le continent noir et pour le Togo. En effet, l'histoire retiendra que ce jour marque ainsi un nouveau palier franchi donc par un Africain, mieux un Togolais, dans le giron presque clos de l'intelligentsia onusienne. Même si ces dernières années, il faut également le dire, le fossé du rejet et de l'inefficacité se fait plus grand entre les populations du monde et les organes des Nations Unies. Il est ici à retenir que la trajectoire si bien tracée jusqu'ici du Togolais Gilbert Fossou-Hongbo fera date pour les générations à venir. Gilbert Hongbo, l'ancien Premier ministre du Togo, a été élu ce vendredi au poste de directeur général de l'Organisation internationale du travail. Il devient le premier Africain à diriger cette organisation. Le diplomate a été élu au second tour par les membres du conseil d'administration, représentant les États et les organisations d'employeurs et d'employés de l'OIT. Âgé de 61 ans, Gilbert Hongbo est natif d'une préfecture rurale du Togo. Il a passé la majorité de sa carrière dans les organisations internationales, où il est considéré comme un haut fonctionnaire chevronné. Il prendra ses fonctions début octobre, succédant à l'ancien syndicaliste britannique Guy Ryder, en poste depuis 10 ans et qui a atteint la limite des 2 mandats. Comptable de formation, Gilbert Fossou-Hongbo a étudié à l'Université de Lomé puis à l'Université du Québec à Trois-Rivières au Canada. Il démarre sa carrière professionnelle dans un des plus prestigieux cabinets d'audit, le Price Waterhouse, avant d'être le directeur administratif et financier du PNUD, dans des programmes des Nations Unies pour le développement. Il occupera successivement les postes de secrétaire général adjoint et de directeur Afrique du PNUD durant 12 années, soit de 1996 à 2008. Après une parenthèse politique dans son pays, le Togo, où il a été d'ailleurs nommé Premier ministre le 7 septembre 2008, le 12 juillet 2012, soit 3 ans, 10 mois et 15 jours après, il va surprendre toute la classe politique togolaise en remettant sa lettre de démission au chef de l'État du Togo Faure Gnassingbé. Motif officiel évoqué, permettre aux différents partis politiques d'être représentatifs après les législatives dans son pays. Le diplomate togolais, dont la perspicacité administrative est fortement appréciée, va de ce pas retrouver ses premiers amours. Comme le dit l'adage, chasser le naturel, il revient au galop. Soyons sereins, soyons fiers d'être africains. Est-ce qu'on a vu un seul pays en Occident où est-ce que le président de la République a 2 nationalités? Est-ce que c'est bon pour nous? Ne serait-ce que par principe. Vous faites allusion à qui? Non, je ne sais pas, mais je sais que les débats se posent. Parfois, les gens me posent la même question dans le même ordre, que ce soit M. Olympio ou d'autres. Nous sommes en période pré-électorale, donc vous pouvez imaginer toutes les théories y passent. Quoi. Bon, que ce soit de M. Olympio, M. Nyamnyan ou autres. Mais moi, je me suis dit, ce n'est pas, je ne me focalise pas sur les individus. Je me focalise sur ce qui est bon pour notre pays. Et je me dis, pour la petite fierté des Togolais, ce n'est pas bon. La petite fierté d'Africains, ce n'est pas bon qu'un président ait 2 nationalités. Vous savez que c'est tellement important d'organiser des élections claires, limpides et sans violence. Mais est-ce qu'en 2010, on aura une élection présidentielle à 2 tours cette fois-ci? Les dispositions actuelles du Code, je ne pense pas que ça le permet, mais comme les discussions sont en cours, si la société togolaise arrive à une conclusion d'élection en 2 tours, pourquoi pas? Mais le Code actuel ne prévoit pas ça. Mais vous savez, hein, c'est tout un débat. Si vous prenez le pays frère à côté, au Ghana, si ça avait été un tour, le parti au pouvoir aurait peut-être gagné avec quelques dizaines de milliers de voix.
Et si c'était à 2 tours, bon, c'est l'opposition qui gagne avec quelques dizaines de milliers de voix. C'est un grand débat qu'il faut qu'on ait en Afrique. Si vous prenez le Zimbabwe, si ça avait un tour, M. Tsvangirai aurait gagné depuis plus d'1 an. Maintenant, avec 2 tours, on a vu que ça fait. Nous disons l'important, c'est de ne pas voir qu'est-ce qui est intéressant pour un parti politique donné, que ce soit le parti au pouvoir ou un parti de l'opposition. Nous devons nous assurer que nos élections ne se transforment pas à une source de discorde après les élections. Vous avez vu, on a eu, tout le monde a eu à aider nos frères et amis du Kenya à gérer là. Si le principe de 2 tours contribue à renforcer la démocratie, je préfère les 2 tours. Mais si le principe de 2 tours peut entraîner à plus de discorde, surtout dans un pays qui a souvent été divisé, si vous comprenez très bien ce que je veux dire, se retrouver à un 2e tour et pour retrouver peut-être des stéréotypes des années 60-70, il faut vraiment avec sérénité se demander est-ce que c'est ça qui est bien pour la nation togolaise. Donc on ne va plus assister à une élection où on va voir des militaires courir avec des urnes, comme on a vu par le passé. Bon, vous avez vu ce qui s'est passé en octobre 2007. Bon, vous savez, il y a aussi le pouvoir de la communication, aussi la même image peut aussi se répéter plusieurs fois. On a vu ça aussi en Irak, donc c'est toujours difficile à juger. L'important, c'est de reconnaître qu'il y a eu des problèmes dans le passé. C'est aussi de reconnaître que nous faisons des efforts, et surtout depuis octobre 2007, et nous sommes déterminés, le président de la République, le gouvernement, singulièrement le Premier ministre, on est déterminés, je vous dis, à organiser des élections limpides, et le monde sera fier du Togo. Homme d'action visiblement pas adepte de l'immobilisme politique et des discours propagandistes, celui qui a sans nul doute fait de l'action et du pragmatisme sa religion, va encore faire parler son savoir-faire. Cette fois, en tant que directeur général adjoint chargé des opérations de terrain au Bureau international du travail, BIT, ce sera entre 2013 et 2017. Puis, en tant que président du FIDA, Fonds international de développement agricole de 2017 à 2022. En janvier 2022, il est nommé président du conseil d'administration de Natural Resource Governance Institute, NRDI. Le 25 mars 2022, il est élu directeur général de l'Organisation internationale du travail OIT et prendra ainsi ses fonctions le 1er octobre 2022. Il est ainsi le premier Africain désigné à ce poste. Cette élection historique mais fort logique du Togolais Gilbert Fossou-Ngbo à la tête de l'OIT, au regard non seulement de son expérience mais aussi de son engagement, ne saurait faire passer ici sous silence cette nouvelle défaite de la France. À y voir de plus près, ne serait-ce pas là un indice pour ceux et celles qui aiment lire entre les lignes? On le sait, et c'est une lapalissade d'ailleurs, Muriel Pénicaud, ex-ministre français du Travail, a été battu au second tour de ce scrutin par Gilbert Fossou-Ngbo, 30 voix contre 23 pour la protéger d'Emmanuel Macron, qui d'ailleurs a soutenu sa candidature. Alors, d'abord, il n'y a pas de suppression des contrats aidés. D'une partie des contrats aidés. Oui, enfin, je préfère. Il n'y a pas de suppression. On passe Deuxièmement, de 460 000 à 310 000. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat aidé dont je parle ceux qui ne sont pas dans le secteur marchand, mais ceux qui sont dans les associations et les collectivités locales. C'est un contrat payé à 75% par l'État, qui est un contrat précaire. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, les mêmes, parce que vous citez M. Mélenchon indirectement qui dit ça, moi, ce qui me choque, c'est pas ça. C'est pourquoi M. Mélenchon ne s'est pas érigé plus fort sur le fait que sur des besoins permanents des collectivités, par exemple les cantines scolaires, on embauche des chômeurs qui sont en contrat précaire, qui est souvent à temps partiel, et que 1 sur 4 seulement trouve un emploi après. On crée un faux espoir. Donc le contrat aidé aujourd'hui, c'est pas toujours, mais souvent, c'est la création d'un faux espoir, et pendant cela, on ne répond pas à un besoin permanent. Donc il y a un sujet qui a discuté avec les communes, c'est comment ils assurent leurs besoins permanents. Et moi, encore une fois, ça me choque qu'on mette des gens en emploi précaire sur des besoins type les cantines. Et puis deuxièmement, il y a le besoin financier des associations. Et là, les baisses de charges qui vont arriver, et puis le travail qu'on va faire avec eux. Moi, ce que je souhaite, c'est que les contrats aidés, à partir de 2018, ça soit vraiment des tremplins. C'est-à-dire qu'on sélectionne ceux où il y a un projet d'insertion, un projet de formation. C'est ça qui donne une chance de trouver un emploi. Une défaite qui sonne tel un désaveu. Macron serait-il en train de prendre en pleine face le retour de l'ascenseur pour sa conduite et gestion des crises successives, tant internes, notamment les gilets jaunes, la crise hospitalière à la faveur de la pandémie mondiale, mais aussi externe, et l'on peut sans risque de se tromper et
évoquer ici la diplomatie française et ses échecs, j'ai envie de dire cuisants dans plusieurs pays africains, tels le Mali avec le retrait involontaire de la force Barkhane, l'évincement stratégique en Centrafrique, sans oublier le conflit russo-ukrainien. Je pense que la discussion d'aujourd'hui, à mes yeux, peut amorcer ce vers quoi nous devons aller, qui est une désescalade dont nous connaissons d'ailleurs les termes, la situation politico-militaire, la question ukrainienne dont tu as rappelé l'importance et le format Normandie, la situation sécuritaire en Biélorussie et dans toute la région et les grandes questions évidemment de sécurité collective dont nous allons parler. Donc je me réjouis d'avoir l'opportunité de pouvoir entrer en profondeur sur tous ces sujets et commencer à bâtir une réponse utile collectivement pour la Russie et pour tout le reste de l'Europe. Et une réponse utile, c'est une réponse qui permet évidemment d'éviter la guerre et de construire des éléments de confiance, de stabilité, de visibilité pour tout le monde. Donc merci beaucoup de ton temps et de l'accueil aujourd'hui. Tout ceci à une quinzaine de jours de l'élection présidentielle en France. La facture sera-t-elle décidément salée pour l'actuel locataire de l'Élysée? Un vote sanction planerait-il sur sa tête les jours à venir? Eh bien, nous le saurons très vite. Pour être plus clair, le macronisme survivra-t-il à cette poussée de liberté et de justice d'un monde qui est de plus en plus décidé à jouer franc jeu donc à travers la souveraineté non négociable des États? Nous voulons en substituer un autre, par le moyen du programme, par le chemin qu'ouvre le programme, par ces mesures concrètes, par ces plans qui vont être mis au point. Ce chemin, je l'ai décrit comme étant celui d'une société, de l'harmonie des êtres humains entre eux, où les uns ne dominent pas les autres, où les uns ne sont pas méprisés par les autres, où les uns ne se voient pas spoliés de tous les efforts qu'ils font par quelques autres. C'est l'harmonie entre les êtres humains. Et harmonie des êtres humains avec la nature. C'est-à-dire faire correspondre les cycles de la prédation humaine, de ce que nous prenons à la nature, avec les cycles de ce qu'elle est capable de reconstituer par elle-même. Et ce qui est vrai pour la relation de l'homme à la nature doit être vrai de l'être humain à l'être humain. Dans la relation, les cycles de la vie humaine avec les cycles de la production et de la société. Oui, il faut s'arrêter de travailler à 60 ans si l'on veut vivre plus vieux, plus longtemps et en meilleure santé. Oui, il faut réduire le temps de travail parce qu'on le peut, parce que la richesse globale de la société, à supposer que tout ça soit des richesses, a été multipliée par 50 quand le temps de travail a été divisé par 2. Alors cette économie de temps de travail, vous avez deux manières de la répartir. Soit la répartir en faisant travailler tout le monde moins pour travailler mieux et tous, ou bien vous la répartissez comme aujourd'hui. Les uns travaillent jusqu'à la mort et les autres restent dans le désœuvrement, la misère, la nécessité et voient s'enfoncer sans cesse le sol sous leurs pas. Même si l'Afrique semble être le ventre mou de cette chaîne historique mondiale, tout porte à croire que rien ne sera plus comme avant. Au cours de ces dernières années, on voit que l'Afrique est marquée par des événements ou bien une nouvelle dimension de la fragilité. Ça peut être au niveau si on regarde la zone du Sahel, si on regarde la zone de la Corne de l'Afrique, si on regarde le Maghreb, il y a toute une nouvelle dimension qui peut être source de conflits, notamment, je prends l'exemple de la situation de l'emploi, sinon le manque d'emploi des jeunes. Cela, en tant que tel, aujourd'hui nous parlons du Maghreb, mais c'est un risque auquel est confronté la plupart, sinon tout le continent, toute l'Afrique. Et si tout ceci se jouait en faveur de l'Afrique et des Africains, mais encore faut-il que les Africains, la jeunesse africaine, en prennent véritablement conscience et se concentrent sur l'essentiel, c'est-à-dire l'unité, plutôt que sur la société, cette société de distraction qu'on nous a fabriquée. Excusez du peu, j'ai parlé de distraction et non de divertissement. Les conséquences des réseaux sociaux. Le troisième point analytique non négligeable de cette élection de Gilbert Fosu-Ngbo que je veux ici partager avec vous est le symbolisme fort. Symbolisme fort pour qui? Pour l'Afrique,
pour la jeunesse africaine et surtout pour le monde en général. Et il l'a dit d'ailleurs en ces mots, le résultat du vote est porteur d'un symbolisme fort et votre choix répond aux aspirations d'un jeune Africain dont l'humble éducation s'est transformée en une quête de justice sociale. Une manière ainsi de s'adresser implicitement à la jeunesse africaine et mondiale qui doit aujourd'hui donner, mais plutôt redonner un sens, une vision, une détermination orientée sur les valeurs qui sont donc les gages d'un renouveau durable. Il insiste, et ce n'est non plus une figure de style, sur l'humilité, l'éducation, mais également la justice sociale qui doivent être les référents d'une lutte quotidienne dépassionnée pour un monde nouveau. Le 11e directeur général de l'Organisation internationale du travail OIT prendra ses fonctions en octobre 2022 et d'ailleurs, il a fait une esquisse de son quinquennat. Ce sont donc sur ces mots déterminants que se referme donc la parenthèse ouverte de ce jour sur Soumatela TV. Ank Oudia Seneb, à très vite. Il n'y a pas de dignité sans liberté.